Je n'aurais jamais pensé qu'un simple baiser puisse faire s'effondrer tout ce que j'avais bâti pendant des années. Mais cette nuit-là, sous les lumières tamisées de ma cuisine parisienne, j'ai volé à Pierre bien plus qu'un instant innocent. J'ai volé la possibilité d'une rédemption. Je m'appelle Lucien Beaumont. J'ai 32 ans et je suis chef pâtissier au Sucre d'Or, l'un des restaurants les plus courus du quartier du Marais. Des gens viennent du monde entier pour goûter mes créations. Éclairs à la lavande et ganaches de chocolat noir. Tartes à la framboise qui explosent en bouche comme des feux d'artifice. Macarons qui ressemblent à des joyaux comestibles. Chaque dessert raconte une histoire. Chaque saveur est un souvenir que j'essaie de capturer dans le sucre et le beurre. Cet après-midi d'octobre avait commencé comme n'importe quel autre. L'air de Paris sentait les feuilles humides et le café fraîchement moulu. J'étais entré en cuisine à 5 heures du matin, comme toujours, avec ma veste brodée et cette sensation de contrôle absolu que je ne trouve qu'entre les fours et les batteurs. Mes tatouages, vanille, cannelle, safran, dépassaient des manches retroussées pendant que je préparais la mise en place. Le restaurant ouvrirait dans 12 heures et nous étions complets. « Chef, le nouveau stagiaire est arrivé !» annonça Marie, ma sous-chef, en passant la tête par la porte du garde-manger. Je ne levais pas les yeux de la crème que je montais. Les stagiaires allaient et venaient comme les saisons. 2 semaines, 1 mois maximum, avant qu'ils ne réalisent que la cuisine professionnelle n'avait rien du romantisme télévisé. C'était de la sueur, des brûlures, des coupures et des nuits blanches. Qu'ils commencent par éplucher des pommes, répondis-je avec indifférence en réglant la vitesse du batteur. Mais alors je le vis. Pierre Mercier entra dans ma cuisine comme on entre dans une cathédrale. Ses yeux bleus balayèrent chaque recoin avec un mélange de révérence et de terreur absolue. Il était petit, presque fragile d'apparence, avec ses cheveux noirs impeccablement coiffés et un tablier si immaculé qu'il semblait sortir de la boutique. Tout en lui criait « novice », depuis ses mains sans cicatrices jusqu'à la façon dont il tenait le couteau comme une relique sacrée. « Bonjour, chef Beaumont », dit-il d'une voix douce mais claire en inclinant légèrement la tête. « Pierre Mercier, de Lyon. C'est un honneur de travailler sous vos ordres. » Sa politesse excessive m'amusa. La plupart des jeunes arrivaient avec l'arrogance de leurs écoles culinaires et de leurs connaissances théoriques. Pierre, lui, avait l'humilité de celui qui veut vraiment apprendre. « L'honneur sera pour moi si tu arrives à ne pas te couper le premier jour, » répondis-je avec un sourire en coin en désignant la montagne de pommes qui attendait sur la table. 20 Granny Smith, brunoise parfaite, 40 minutes. Je l'observais du coin de l'œil pendant qu'il commençait. Ses gestes étaient maladroits au début, hésitants, mais il y avait quelque chose d'hypnotique dans sa concentration. Il se mordait la lèvre inférieure chaque fois que le couteau touchait la planche, et ses joues rosissaient doucement quand il sentait mon regard sur lui. Les heures passèrent dans le chaos habituel de la cuisine. Ordres criés, poêles qui crépitent, balais coordonnés de 12 personnes créant de l'art comestible sous pression. Pierre resta à son poste, silencieux et appliqué, accomplissant chaque tâche sans une plainte. Quand Marie lui demanda de récurer les casseroles les plus sales, il le fit sans protester. Quand Jean-Claude, notre chef, garde-manger au tempérament explosif, lui hurla dessus pour une garniture mal placée, il hocha simplement la tête et corrigea. Il y avait quelque chose de différent chez lui, pas seulement son attitude. C'était la façon dont il regardait chaque assiette terminée comme une œuvre d'art, la manière dont il touchait les ingrédients avec un respect presque religieux. À un moment, je le surpris en train d'écrire sur une serviette en papier pendant sa pause. « Tu fais la liste des courses ?» demandai-je en surgissant derrière lui. Pierre sursauta et cacha rapidement la serviette dans sa poche. « Non, chef, juste des notes. »« Des notes ?» arquai-je un sourcil, bras croisés. « Sur quoi ?»« La réduction de framboise dans votre tarte. Elle a exactement le point d'acidité qui contraste avec le sucré de la crème. C'est comme un verre parfaitement équilibré. » Je le regardais surpris. La plupart des stagiaires ne remarquaient pas ces détails avant des mois. Pierre était là depuis 8 heures, et déjà il déchiffrait le langage secret de mes desserts. « Tu as fait une école de cuisine ?» demandai-je, soudain plus intéressé. « Non, chef, lettres françaises, » répondit-il. Et pour la première fois, je vis une étincelle de passion dans ses yeux bleus. Mais j'ai toujours pensé que cuisiner et écrire, c'était la même chose. Les deux racontent des histoires qui touchent l'âme. Quelque chose remua dans ma poitrine. Une sensation étrange, comme une reconnaissance. Comme si ce garçon timide de Lyon venait de mettre des mots sur ce que je ressentais à chaque nouvelle création, sans jamais avoir su l'exprimer. Le service du soir fut brutal. Nous avions une table de critiques gastronomiques, 2 célébrités et un homme d'affaires japonais venu spécialement de Tokyo pour goûter ma tarte chocolat saké.
La pression était une bête vivante dans la cuisine, respirant dans nos nuques, attendant la moindre erreur. Pierre n'en commit aucune. À 23 heures, quand le dernier client partit et que l'équipe commença le nettoyage, j'étais épuisé mais euphorique. La soirée avait été parfaite. Je quittai ma veste, me servis un verre de vin rouge et observai mon équipe rangée. Pierre fut le dernier à finir, comme toujours. Il récura chaque casserole jusqu'à ce qu'elle brille, balaya chaque coin de son poste, rangea les ingrédients du lendemain. Quand il enleva enfin son tablier, ses mains tremblaient légèrement de fatigue. « Bon travail aujourd'hui », lui dis-je en lui tendant un verre. Il secoua la tête, timide. « Je ne bois pas, chef, mais merci. »« Tu ne bois pas? Même pas pour fêter ta première journée de survie? C'est que je n'ai jamais... » Il s'arrêta, rougissant intensément. Je n'y suis pas habitué. Son innocence me désarma. Dans ce monde d'ego surdimensionné et de personnalité abrasive, Pierre était une bouffée d'air pur, intacte. « Alors juste un verre, insistai-je en remplissant à moitié, pour pouvoir dire que tu as trinqué avec Lucien Beaumont lors de ta première nuit à Paris. » Il me regarda avec ses grands yeux, hésita, puis prit le verre d'une main tremblante. Nous trinquâmes. Quand le vin toucha ses lèvres, il fit une grimace qui me fit rire. « Si mauvais que ça ?» demandai-je, amusé. « Fait, fort », avoua-t-il en reposant le verre. « Je préfère le chocolat chaud. »« Chocolat chaud », répétai-je en secouant la tête incrédule. « Tu es à Paris, dans l'un des meilleurs restaurants de la ville, et tu préfères le chocolat chaud. C'est que... » Il se mordit la lèvre, ce geste si caractéristique fit quelque chose d'étrange à mon estomac. Il y a quelque chose de réconfortant dans la simplicité, le sucré sans complication. Je m'approchais, je ne sais pas pourquoi. Le vin, la fatigue ou cette pulsion que j'ai toujours de franchir les limites. Pierre recula jusqu'à se retrouver coincé contre la table de travail, les yeux écarquillés. « Tu sais ce qui est aussi sucré sans complication ?» murmurai-je en me penchant sur lui. « Quoi, chef ?» Sa voix n'était plus qu'un fil. « Toi !» Et je l'embrassai. Ce fut impulsif, stupide, totalement inapproprié. Mais au moment où mes lèvres touchèrent les siennes, le monde s'arrêta. Pierre resta figé, sans respirer, les mains crispées sur le bord de la table. Il ne me rendit pas le baiser, mais ne me repoussa pas non plus. Il resta là, tremblant comme une feuille sous mes mains. Quand je m'écartai, ses yeux étaient vitreux et ses lèvres légèrement entr'ouvertes. Un mélange de choc, de confusion et d'autres choses que je ne parvins pas à identifier. Je... balbutia-t-il, portant les doigts à ses lèvres comme s'il n'arrivait pas à y croire. La culpabilité me frappa comme un coup de poing dans l'estomac. Qu'avais-je fait? Ce garçon était mon employé et mon stagiaire, probablement de 20 ans, mon cadet. J'avais franchi toutes les lignes professionnelles imaginables. « Pierre, je suis désolé », commençai-je en passant les mains dans mes cheveux. « Je n'aurais pas dû... » C'était totalement inapproprié. Si tu veux partir, je comprendrai. Je peux appeler l'agence demain, et... Pourquoi tu l'as fait? M'interrompit-il, et il n'y avait pas de colère dans sa voix. Juste une curiosité pure, presque enfantine. Je ne sais pas, avouai-je honnêtement. Une impulsion. Tu étais là, parfait et doux, et moi, je ne réfléchis pas avant d'agir. Parfait? Répéta-t-il comme si le mot était étranger dans sa bouche. Personne ne m'avait jamais appelé parfait. Eh bien, tu es agaçamment parfait, dis-je pour détendre l'atmosphère. C'est irritant, en réalité. Un petit sourire apparut sur ses lèvres. Mon premier jour à Paris et le chef le plus talentueux de France me vole mon premier baiser. Ce n'était définitivement pas comme ça que je l'imaginais. Je me figeais. Ton premier baiser? Pierre hocha la tête en baissant les yeux. Je n'avais jamais embrassé personne, ni fille, ni garçon. J'étais tellement concentré sur mes études puis sur ce stage que je n'ai jamais eu le temps. Mon Dieu, murmurai-je, sentant la culpabilité se transformer en quelque chose de plus sombre. Je lui avais volé son premier baiser, dans ma cuisine, après une nuit épuisante. Pierre, vraiment, je suis désolé. Ta première fois aurait dû être spéciale, avec quelqu'un qui compte pour toi, pas avec ton patron en plein délire. Qui dit que ça ne l'a pas été? Demanda-t-il en relevant les yeux. Il y avait une lueur que je n'avais jamais vue. C'était avec quelqu'un que j'admire, dans un lieu que j'aime. Après une journée que je n'oublierai jamais, nous nous regardâmes, l'air entre nous chargé de quelque chose de dangereux et magnétique. Je savais que je devais arrêter ça, poser des limites, revenir à la relation chef-stagiaire, mais une partie de moi, cette partie impulsive et égoïste qui m'attire toujours des ennuis, voulait l'embrasser encore. « Tu devrais rentrer », dis-je enfin en reculant. « Il est tard. Tu loges où ?»« Dans une auberge près de Gare du Nord », répondit-il en prenant son sac à dos.
Ce n'est pas très luxueux, mais... Demain, tu arrives à 5 heures encore, l'interrompis-je en reprenant mon ton professionnel. Et j'attends le même niveau qu'aujourd'hui. Peut-être mieux. Oui, chef, dit-il, et il y avait une pointe de déception dans sa voix. Je le regardais sortir, sa petite silhouette disparaissant dans la nuit parisienne. Ce n'est qu'une fois la porte fermée que je laissai enfin échapper l'air que je retenais. Qu'est-ce que je venais de faire? Les jours suivants furent un exercice de torture auto-imposée. Pierre arrivait pile à l'heure chaque matin, avec son sourire timide et son tablier impeccable, et je faisais tout pour garder mes distances. Je lui assignais des tâches à l'autre bout de la cuisine. J'évitais son regard. Je ne lui parlais que si c'était strictement nécessaire. Mais l'ignorer complètement était impossible. Pierre était une éponge. Chaque technique que je lui montrais, il la maîtrisait en quelques heures. Ses découpes devinrent plus précises, ses gestes plus fluides. Il anticipait mes besoins avant que je les formule. Et le plus impressionnant, il commença à faire des suggestions. « Chef, avez-vous pensé à ajouter une pointe de cardamome dans la crème de votre millefeuille ?» demanda-t-il un après-midi, avec sa timidité habituelle mais une conviction ferme. J'ai lu que dans la littérature persane, la cardamome symbolise la passion cachée. Ça pourrait apporter une couche de complexité au goût traditionnel. Je le regardais, surpris. Littérature persane? Il rougit. J'aime lire sur le symbolisme des épices dans différentes cultures. C'est une façon de mieux comprendre les saveurs. J'essayai sa suggestion le soir même. La cardamome transforma complètement le dessert, ajoutant une note chaude et exotique qui sublimait chaque bouchée. Le premier client qui le goûta ferma les yeux d'extase. « Génial », murmurai-je en regardant Pierre, qui observait depuis son poste avec des yeux brillants. « Tu es absolument génial ». Son sourire illumina toute la cuisine. C'est à ce moment-là que j'aurais dû comprendre que j'étais dans le pétrin, parce que ce n'était plus seulement une attirance physique pour ce garçon timide de Lyon. Je commençais à admirer son esprit, sa passion, sa façon unique de voir le monde culinaire. Une semaine après le baiser, Marie me prit à part après le service. « Lucien, il faut qu'on parle », dit-elle en fermant la porte de son bureau. « Si c'est pour le fournisseur de fruits, j'ai réglé le pro. C'est à propos de Pierre », m'interrompit-elle, le ton grave. « Tu sais qui il est, vraiment ?» Mon estomac se noua. « Comment ça ?» Marie sortit son téléphone et me montra une photo. Un homme plus âgé, cheveux gris impeccablement coiffés, costume irréprochable, expression sévère. Je le reconnus immédiatement. Antoine Mercier, le critique gastronomique le plus impitoyable de France. L'homme qui avait détruit des carrières d'une seule chronique. L'homme qui me haïssait de toutes ses fibres. « Pierre Mercier », dit Marie lentement. « C'est son fils. » Le monde vacilla sous mes pieds. « Non », soufflai-je. « Ce n'est pas possible. J'ai fait quelques recherches après que tu m'as dit qu'il venait de Lyon. Antoine Mercier est de Lyon. Et Pierre n'est pas seulement son fils. C'est le fils de l'homme dont nous avons provoqué la fermeture du restaurant il y a 6 ans. Les souvenirs me submergèrent comme un tsunami. L'étoile de Lyon. Une soirée désastreuse. Une chronique assassine que j'avais publiée sur mon blog personnel quand j'étais jeune et stupide. Je n'étais pas critique professionnel, juste un chef arrogant de 26 ans qui se croyait tout permis. Ma chronique était devenue virale, partagée des milliers de fois, et en quelques semaines, l'étoile de Lyon avait perdu toute sa clientèle. Le restaurant avait fermé. La famille Mercier avait tout perdu. Et je ne m'étais jamais excusé, jamais regardé en arrière. J'avais continué ma carrière pendant qu'ils ramassèrent les morceaux. Mon Dieu, murmurai-je en m'effondrant sur une chaise. Je travaille avec lui depuis tout ce temps et il doit me haïr. Ou peut-être qu'il ne sait pas, suggéra Marie. Peut-être qu'il est venu ici sans connaître le lien avec sa famille. Mais même en le disant, nous savions tous les deux que c'était improbable. Les Mercier avaient toutes les raisons de me haïr. Et Pierre était venu précisément dans ma cuisine. Était-ce une vengeance? Avait-il tout planifié? Cette nuit-là, je ne dormis pas. Je tournais dans mon lit, revivant chaque interaction avec Pierre, cherchant des signes de duplicité. Mais tout ce que je revoyais, c'était sa douceur, sa passion sincère, la façon dont ses yeux s'illuminaient quand il parlait cuisine. Pouvait-on feindre cela? Le lendemain, j'arrivais tôt, bien décidé à l'affronter. Mais quand j'entrais, Pierre était déjà là en train d'écrire sur une serviette sous la lumière tamisée du garde-manger. « Encore de la poésie ?» demandai-je, et ma voix sonna plus dure que prévu. Pierre sursauta et cacha rapidement la serviette. « Chef, je ne savais pas que vous arriviez si tôt. »« Pierre, » commençai-je en m'approchant lentement. « J'ai une question et je veux une réponse honnête. » Il hocha la tête, ses yeux bleus pleins d'inquiétude. « Pourquoi es-tu venu travailler ici? De toutes les pâtisseries de Paris, pourquoi le sucre d'or ?»
Je vis sa gorge se serrer, ses mains s'agripper au bord de la table. Parce que vous êtes le meilleur, chef. Je voulais apprendre du meilleur. C'est vraiment tout? Insistai-je en faisant un pas de plus. Ça n'a rien à voir avec ton nom de famille? Avec le fait que je sois la raison pour laquelle le restaurant de ta famille a fermé? La couleur quitta son visage. Pendant un instant, je crus qu'il allait nier, faire comme s'il ne savait pas de quoi je parlais. Mais ses yeux se remplirent de larmes et je compris. Tu sais, soufflai-je. Tout ce temps, tu savais. Oui, avoua-t-il d'une voix brisée. Je sais qui tu es. Je sais ce que tu as fait. La douleur dans sa voix fut comme un couteau dans ma poitrine. J'avais embrassé ce garçon. J'avais commencé à éprouver quelque chose pour lui. Et tout n'était qu'un mensonge. Alors c'est quoi tout ça? Exigeai-je en désignant l'espace entre nous. Une vengeance? Un plan tordu pour me détruire comme j'ai détruit ta famille? Non, s'écria-t-il, et les larmes se mirent à couler sur ses joues. Non, Lucien, ce n'est pas ça. Je suis venu parce que j'avais besoin de comprendre. Comprendre quoi? Pourquoi? Dit-il simplement. Pourquoi tu as écrit ces choses? Pourquoi tu as détruit le rêve de mon grand-père? Pourquoi tu ne t'es jamais excusé? Sa voix se brisa. J'avais besoin de te voir autrement que comme le monstre que ma famille décrit. J'avais besoin de savoir si tu étais plus que cette chronique cruelle. Et, demandai-je, même si je n'étais pas sûr de vouloir entendre la réponse. Je le suis? Pierre me regarda avec ses yeux pleins de larmes et quelque chose d'autre. Quelque chose qui ressemblait dangereusement à de la tendresse. Tu es brillant et terrifiant, murmura-t-il. Impulsif et talentueux. Tu es tout ce que ma famille disait et rien de ce à quoi je m'attendais. Une larme roula sur sa joue. Et ce baiser que tu m'as volé, c'est le moment le plus confus et le plus parfait de ma vie. Je ne sus pas quoi répondre. Toutes mes défenses, toute ma colère s'effondrèrent devant son honnêteté brutale. Pierre, mon père arrive à Paris la semaine prochaine, m'interrompit-il en essuyant ses larmes du dos de la main. Il fait une série de chroniques sur les meilleurs restaurants de France. Le sucre d'or est sur sa liste. Mon sang se glaça. Antoine Mercier vient ici? Oui. Et quand il viendra, il reconnaîtra mon nom sur le registre des stagiaires. Il saura que je travaille pour toi. Pierre me regarda avec un désespoir qui me brisa le cœur. Je ne sais pas quoi faire. Je ne veux pas que ça s'arrête. Mais je ne peux pas non plus trahir ma famille. L'ironie était cruelle. J'avais enfin trouvé quelqu'un qui me voyait vraiment, qui stimulait ma créativité, qui faisait de chaque journée en cuisine une aventure. Et cette personne était le fils de l'homme qui me haïssait le plus au monde. Je dois partir, dit soudain Pierre en prenant son sac. Je ne peux pas rester là maintenant. Pierre, attends. Mais il était déjà parti, me laissant seul dans la cuisine avec le poids de 6 ans de conséquences qui retombaient sur mes épaules. Je trouvais la serviette sur laquelle il écrivait, oubliée sur la table. Je la dépliais, les mains tremblantes, et lus, dans la cuisine du péché où le sucre se fait pardon, j'ai trouvé une saveur qui n'existait pas, le doux poison de ton attention. Je la relus encore et encore, chaque mot s'enfonçant plus profondément. Pierre n'était pas venu pour se venger. Il était venu chercher la compréhension et avait trouvé quelque chose de bien plus compliqué. Il avait trouvé la même chose que moi. Une connexion impossible au lieu le plus inattendu. Pierre ne revint pas au restaurant pendant 3 jours. 3 jours où la cuisine me parut vide malgré la foule. 3 jours où ma créativité s'éteignit comme une bougie privée d'oxygène. J'essayais de me concentrer sur les nouveaux menus, de perfectionner des recettes, de maintenir le niveau d'excellence que le sucre d'or exigeait, mais tout avait un goût fade sans lui. Marie remarqua immédiatement ma distraction. « Tu brûles le caramel ?» me prévint-elle le 2e jour en désignant la casserole que j'avais oubliée sur le feu. « Merde !» marmonnai-je en l'écartant vivement. Le sucre était devenu une masse noire et amère, complètement foutue. Métaphore parfaite de ma vie à cet instant. « Tu vas l'appeler ?» demanda Marie, bras croisés. « Je n'ai pas son numéro », avouai-je frustré. En 1 semaine de travail ensemble, je ne lui avais jamais demandé ses coordonnées, parce qu'il était mon stagiaire, parce qu'il fallait maintenir des limites professionnelles, parce que j'étais un idiot. « C'est dans le dossier RH », suggéra Marie avec un sourire entendu. Je la fusillai du regard. Je ne vais pas harceler mon employé. « Ton employé que tu as embrassé et qui se trouve être le fils de ton pire ennemi, souligna-t-elle. Lucien, on a largement dépassé le stade professionnel. La question est, qu'est-ce que tu vas faire? Je n'avais pas de réponse. Que pouvais-je faire? J'avais détruit la vie de sa famille. Peu importait l'attirance que j'éprouvais pour Pierre, peu importait la connexion que nous ressentions. Certaines erreurs du passé étaient impardonnables. Cette nuit-là, après le service, je restais seul en cuisine à expérimenter une nouvelle recette. Il fallait que j'occupe mes mains, que mon esprit se concentre sur autre chose que le souvenir de ses yeux bleus, pleins de larmes.
Je battais des blancs d'œufs quand j'entendis la porte de service s'ouvrir. Mon cœur bondit, espérant voir la petite silhouette de Pierre, mais ce n'était que le livreur de légumes qui déposait la commande du matin. Je soupirai et repris mon travail. J'ajoutais le sucre petit à petit, observant les pics brillants se former. La meringue était parfaite, mais je n'en tirais aucune satisfaction. « Et chef !» Une voix douce me fit presque lâcher le bol. Pierre se tenait à l'entrée de la cuisine, même tablier impeccable, même cheveux parfaitement coiffés, mais les yeux gonflés comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. « Pierre !» Ma voix sortit plus rauque que prévu. « Qu'est-ce que tu fais là? Il est 2 heures du matin. » Je n'arrivais pas à dormir, avoua-t-il en s'approchant lentement. Je n'arrêtais pas de penser à tout, à ma famille, à vous, à ce qui se passe entre nous. Il ne se passe rien entre nous, dis-je automatiquement, même si nous savions tous les deux que c'était faux. Ah non? Il s'arrêta de l'autre côté de la table, me regardant droit dans les yeux. Il y avait une détermination nouvelle dans son regard. Alors pourquoi je n'arrive pas à oublier ce baiser? Pourquoi je revis chaque nuit le moment où vos lèvres ont touché les miennes? Pourquoi j'ai l'impression de trahir ma famille, rien qu'en ayant envie de ressentir ça encore? Ces mots me frappèrent comme un coup de poing. « Pierre, on ne peut pas. J'ai lu votre blog, » m'interrompit-il. « Celui d'il y a 6 ans. J'ai lu toutes vos chroniques, pas seulement celle qui a détruit l'étoile de Lion. » Je me raidis. « Et on voit que vous étiez jeune, arrogant, cruel, oui, mais aussi passionné de façon destructrice. » Il fit un pas de plus. « Mais les chroniques que vous avez écrites après la fermeture de notre restaurant, ont changé. Elles sont devenues plus réfléchies, plus compassionnelles, comme si quelque chose vous avait appris l'humilité. » Je ne savais pas quoi répondre. Il avait raison. Après avoir vu les conséquences de mes mots, j'avais changé. J'avais complètement arrêté les chroniques pour me concentrer uniquement sur ma propre cuisine, créer plutôt que détruire. « Vous savez ce que j'ai découvert d'autre ?» continua Pierre en contournant lentement la table. « Qu'il y a 3 ans, vous avez fait un don conséquent à une fondation qui aide les restaurants familiaux en difficulté. Anonymement, mais j'ai trouvé les traces. » Je rougis. C'était mon secret, ma pathétique tentative d'expiation. « Pierre, ça ne compense pas ce que j'ai fait. »« Je sais, » dit-il doucement maintenant à quelques centimètres de moi. « Rien ne le compensera jamais. Mais ça me fait penser que peut-être vous n'êtes pas le monstre que ma famille croit. Peut-être que vous êtes juste un homme qui a commis une erreur terrible et qui essaie de vivre avec depuis. »« Pourquoi tu me dis tout ça ?» demandai-je, la voix à peine audible. « Parce que j'ai reçu un appel de mon père cet après-midi, » répondit-il, et je vis ses mains trembler légèrement. « Il arrive à Paris demain, 2 semaines plus tôt que prévu. Il vient directement ici, au Sucre d'Or. » Mon estomac se noua. « Demain ? » ?»« Oui. » Et Lucien, il déglutit, cherchant mon regard. « Il y a autre chose que vous devez savoir. La raison pour laquelle mon père déteste autant cet endroit n'est pas seulement la chronique. » « Que veux-tu dire ? » « Le Sucre d'Or est construit à l'emplacement d'un petit café, » expliqua-t-il. « Un café que ma grand-mère tenait avant de mourir. Quand le bâtiment a été vendu et transformé en ce restaurant, mon père l'a vécu comme une nouvelle perte familiale, un autre souvenir effacé. Cette révélation me coupa le souffle. Je ne le savais pas. Quand j'ai acheté cet espace, c'était juste un immeuble abandonné. Je sais, mais pour mon père, vous êtes le symbole de tout ce qu'il a perdu. » Pierre s'approcha encore, si près que je sentis la chaleur de son corps. « C'est pour ça que je suis venu travailler ici. Je voulais vous haïr. Je voulais trouver des raisons de confirmer tout ce que ma famille dit de vous. »« Et tu les as trouvées ?» demandai-je le souffle court. « J'ai trouvé tout le contraire, » murmura-t-il. « J'ai trouvé quelqu'un de dévoué, créatif, qui traite son équipe avec respect, quelqu'un qui garde les lettres de clients reconnaissants comme des trésors, quelqu'un qui embrasse comme si le monde allait s'arrêter demain. » Je ne pus pas me retenir, je l'embrassai. Cette fois, ce n'était ni impulsif ni volé. Cette fois, Pierre me rendit mon baiser avec une intensité qui me surprit. Ses mains s'agrippèrent à ma veste. Ses lèvres bougèrent maladroitement, mais avec une passion qui embrasa tout mon corps. Il avait le goût du café et de quelque chose de doux, peut-être le chocolat chaud qu'il aimait tant. Quand nous nous séparâmes, nous étions à bout de souffle. « C'est de la folie, » murmurai-je contre ses lèvres. « Je sais, » répondit-il sans s'éloigner. « Mais peut-être que la folie est exactement ce dont nous avons besoin. » Le son d'un téléphone brisa l'instant. Pierre le sortit de sa poche, son visage blêmi en voyant l'écran. « C'est mon père, » souffla-t-il. « Il dit qu'il est arrivé plus tôt. Il est à son hôtel et veut qu'on se voie demain matin pour déjeuner. »« Tu lui as dit que tu travaillais ici ?» Pierre fit non de la tête. « Je lui ai dit que j'avais trouvé un stage à Paris, mais je n'ai pas précisé où. »« Qu'est-ce que tu vas faire ?»« Je ne sais pas.
avoua-t-il en rangeant le téléphone. Si je lui dis, il va exploser. Il m'obligera à démissionner, peut-être à rentrer à Lyon, mais si je ne lui dis pas et qu'il le découvre tout seul quand il viendra faire sa chronique, ce sera pire, terminai-je à sa place. Nous restâmes silencieux, le poids de la situation nous écrasant comme une dalle. Dehors, Paris dormait, ignorant notre drame. Dedans, dans cette cuisine qui était mon sanctuaire et son champ de bataille familial, nous étions coincés entre le passé et un avenir impossible. Il y a autre chose, dis-je enfin, prenant une décision. Quelque chose que je n'ai jamais dit à personne. Pierre me regarda curieux. Je partis dans mon bureau et revins avec une vieille boîte en métal. Je l'ouvris. Des dizaines de lettres soigneusement classées par date. Après la fermeture de l'Étoile de Lyon, j'ai commencé à recevoir ça, expliquai-je en sortant quelques-unes. Des anciens employés du restaurant. Des gens qui avaient perdu leur travail à cause de moi. Au début, c'était des lettres de haine, comme on pouvait s'y attendre. Je lui en tendis une. Pierre la lut, les yeux pleins de larmes. Mais ensuite, continuai-je en sortant d'autres, certaines ont changé. Certains m'écrivaient pour me dire qu'ils avaient trouvé un nouveau travail, de meilleures opportunités. Un des chefs m'a même remercié parce que la fermeture l'avait poussé à réaliser son rêve d'ouvrir sa propre boulangerie. « Pourquoi tu gardes tout ça ?» demanda Pierre en tenant les lettres avec précaution. « Parce que j'ai besoin de me souvenir que les actes ont des conséquences, » répondis-je. « Les mauvais comme ceux qui tentent de réparer. Chaque lettre me rappelle que je ne peux pas changer le passé, mais que je peux essayer d'être meilleur aujourd'hui. » Pierre posa les lettres sur la table et me regarda avec une intensité qui me transperça. « Tu sais ce que je crois ?» dit-il lentement. « Je crois que mon père a besoin de voir ces lettres. Il a besoin de savoir que tu n'es pas le méchant unidimensionnel qu'il déteste depuis 6 ans. Pierre, je ne pense pas que... » « Lucien, m'interrompit-il en prenant mes mains. J'ai vu une annonce ce matin, le concours national de pâtisserie annonce son édition de cette année la semaine prochaine. Le premier prix est de 500 000 € et une reconnaissance internationale. Oui, je sais. Ça fait des années que je veux y participer, mais je n'ai jamais le temps avec le restaurant. Et si on y participait ensemble, proposa-t-il, les yeux brillants d'une idée folle. Le concours autorise les équipes de 2. Si on gagne, si on prouve qu'on peut créer quelque chose d'extraordinaire ensemble, peut-être que mon père verra que ça, il désigna l'espace entre nous, n'est pas juste une trahison, c'est quelque chose de réel. Je le regardais, assimilant sa proposition. C'était risqué, potentiellement catastrophique. Le concours exigeait des semaines de préparation intensive. Il faudrait travailler jour et nuit, créer quelque chose d'inédit, tout en cachant notre relation à Antoine Mercier. « Tu es fou », dis-je enfin. « C'est un oui ?» Je pensais à toutes les raisons de dire non, au risque professionnel, à la douleur qu'on pouvait causer, à l'impossibilité de la situation. Mais quand je plongeais dans ces yeux bleus pleins d'espoir et de détermination, je ne pus penser qu'à une chose. Pour la première fois depuis des années, je ressentais autre chose que de la culpabilité. Je ressentais de l'espoir. « C'est un oui », répondis-je, et le sourire qui illumina son visage valait tous les risques que nous allions prendre. « Mais il y a des conditions », ajoutai-je rapidement. « D'abord, tu parles à ton père demain. Tu lui dis où tu travailles avant qu'il vienne ici et le découvre tout seul. » Pierre pâlit mais hocha la tête. « D'accord. Deuxièmement, ça, désignai-je l'espace entre nous, reste strictement professionnel jusqu'à la fin du concours. Pas de baisers volés, pas de regards lourds de sens, rien que le chef et le stagiaire qui bossent sur un projet. Tu crois que tu vas y arriver ? Demanda-t-il avec un sourire malicieux. Probablement pas, avouai-je, mais il faut essayer. Et troisièmement, je pris ses mains, me sentant plus vulnérable que je ne l'avais été depuis des années. Si on fait ça, si on participe vraiment ensemble au concours, j'ai besoin que tu sois totalement honnête avec moi. Pas de secret, pas de mensonge. Si à un moment tu as l'impression de trahir ta famille, tu me le dis, je te le promets, répondit-il solennellement. Nous scellâmes notre accord d'une poignée de main, même si nous savions tous les deux que ce que nous venions de déclencher allait bien au-delà du professionnel. Pierre partit peu après, me laissant seul avec mes pensées et un mélange d'excitation et de terreur. J'avais accepté de participer au concours le plus important de ma carrière avec le fils de mon ennemi, tout en essayant de maintenir une relation secrète qui pouvait exploser à tout moment. C'était la recette parfaite du désastre. Mais en nettoyant la cuisine cette nuit-là, je retrouvai la serviette sur laquelle Pierre avait écrit son poème. Je la rangeai soigneusement dans ma poche, contre mon cœur, et pour la première fois depuis 6 ans, je ressentis quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Le lendemain matin arriva trop vite. L'équipe débarqua à 5 heures comme d'habitude, et j'étais à mon poste en train de préparer la pâte à croissant, quand Marie s'approcha. « Lucien, il y a un monsieur qui demande à te voir à l'accueil. »
dit-elle d'un air bizarre. Il dit s'appeler Antoine Mercier et qu'il a une réservation pour le déjeuner aujourd'hui. Mon sang se glaça. Aujourd'hui? Je croyais qu'il venait dans 2 semaines. Apparemment, il a changé ses plans, murmura Marie. Qu'est-ce que tu vas faire? Ce que je fais toujours, répondis-je en redressant ma veste. Je vais lui servir le meilleur repas de sa vie. Mais en marchant vers la salle, mes mains tremblaient. Antoine Mercier était là, dans mon restaurant, des heures avant que Pierre n'ait eu le temps de lui parler. Et d'une manière ou d'une autre, je savais que ce repas allait tout changer, pour le meilleur ou pour le pire. Antoine Mercier n'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Je l'avais imaginé comme un monstre, un critique impitoyable au regard sévère et aux mots acérés. Mais l'homme assis à la table semblait plus fatigué que cruel, avec des rides profondes autour de ses yeux gris et une posture voûtée qui parlait d'années à porter un poids invisible. « Monsieur Mercier », dis-je en m'approchant de sa table avec l'assurance que seules des années en cuisine peuvent donner. « C'est un honneur de vous recevoir au sucre d'or. » Ses yeux m'évaluèrent froidement. « Monsieur Beaumont, je ne m'attendais pas à ce que vous veniez personnellement me saluer. Tous nos clients sont importants, » répondis-je en gardant une voix neutre. « Surtout ceux qui ont votre réputation. » « Réputation » Un sourire amer effleura ses lèvres. « Je suppose que vous faites allusion à ma capacité à détruire des carrières d'un coup de plume, n'est-ce pas ?» La remarque me frappa comme une gifle. Ce n'était pas mon interne. « Détendez-vous, Beaumont » m'interrompit-il en s'adossant à sa chaise. « Je suis venu juger votre cuisine, pas me battre, même si je dois admettre que l'ironie ne m'échappe pas. » Ironie? Un critique qui a ruiné votre affaire familiale venant juger le chef qui a ruiné la mienne, expliqua-t-il en prenant son verre d'eau. Nous savons tous les deux manier les mots comme des armes, non? Je restais sans voix. J'avais anticipé de l'hostilité, une confrontation directe, pas cette résignation mélancolique. Voulez-vous que je vous recommande quelque chose sur la carte? Demandai-je enfin, cherchant un terrain plus sûr. Surprenez-moi, répondit-il en refermant le menu sans même le regarder. On dit de vous que vous êtes un génie des desserts. Prouvez-le. Je retournai en cuisine, le cœur battant à tout rompre. Marie me regarda, inquiète. Alors, bizarre, avouai-je en passant mentalement en revue mes options. Ce n'est pas l'ogre que j'imaginais. Ça le rend encore plus dangereux, prévint Marie. Les critiques qui ont l'air sympathiques sont ceux qui écrivent les chroniques les plus dévastatrices. Elle avait raison, mais je n'avais pas le temps de m'inquiéter. Il fallait créer quelque chose d'exceptionnel. Quelque chose qui dépasse la simple nourriture pour devenir une expérience. Quelque chose qui montre à Antoine Mercier que je n'étais plus le jeune arrogant d'il y a 6 ans. Je travaillais en silence, mes mains bougeant d'instinct tandis que mon esprit volait. Je décidai de créer un menu dégustation complet de desserts, 5 petites assiettes qui raconteraient une histoire. L'histoire de la rédemption. Premier plat, un macaron lavande et ganache au miel de châtaignier. Il représentait l'innocence, les débuts. Deuxième, une tarte au citron déconstruite avec meringue brûlée. La destruction, le chaos des actes impulsifs. Troisième, un semi-freddo au chocolat noir, huile d'olive et sel de mer. Le regret, le goût aigre-doux des conséquences. Quatrième, un soufflé vanille au cœur coulant de caramel salé. L'espoir, le sucré caché dans l'incertain. Et le cinquième, je ne savais pas encore. Il me fallait voir sa réaction aux 4 premiers. J'étais en train de dresser le deuxième dessert quand Pierre fit irruption en cuisine comme une tornade. Il était pâle, les yeux écarquillés. « Lucien » haleta-t-il. « Mon père, il est là, dans la salle. Maintenant. »« Je sais » répondis-je calmement même si mon pouls s'emballait. « Il est à la table 12. »« Quoi » Pierre vacilla. « Tu le savais et tu ne m'as rien dit ? Il est arrivé il y a une demi-heure. Je n'ai pas eu le temps de... »« Il faut que je lui parle avant qu'il me voie ici. » m'interrompit-il en arrachant frénétiquement son tablier. « S'il découvre que je travaille pour toi comme ça, sans que je le lui ai dit d'abord. Trop tard, » dit doucement Marie, en désignant la salle. À travers la vitre de passe, on voyait Antoine Mercier lever les yeux vers le couloir où Pierre venait d'apparaître. L'instant se figea. Père et fils se regardèrent à travers l'espace du restaurant, et je vis l'expression d'Antoine passer de la surprise à la compréhension, puis à quelque chose qui ressemblait dangereusement à la trahison. « Merde !» soufflai-je. Pierre inspira profondément et marcha vers la table de son père, la tête haute. J'aurais dû retourner à mon poste, les laisser régler leurs affaires familiales en privé. Mais je ne pus pas. Il fallait que je sache ce qu'ils allaient se dire. Je m'approchai de la porte de la salle, restant hors de vue mais assez près pour entendre. « Pierre ?» La voix d'Antoine était maîtrisée mais je percevais la tension dessous. « Qu'est-ce que tu fais ici ?»« Je travaille ici, papa, » répondit Pierre, et la fermeté de sa voix me surprit.
Je suis stagiaire en pâtisserie. Stagiaire? Antoine laissa tomber sa serviette sur la table. Ici? Avec cet homme? Avec le chef Beaumont, oui. Tu sais qui il est? La voix d'Antoine monta légèrement. Tu sais ce qu'il nous a fait? Je sais. Pierre s'assit sur la chaise en face de son père, un geste d'une audace qui me sidéra. Je sais exactement qui il est et ce qu'il a fait. C'est pour ça que je suis venu. Antoine resta silencieux, digérant les mots de son fils. Tu es venu pour te venger? Demanda-t-il enfin, et il y avait presque de l'espoir dans sa voix. Je suis venu pour comprendre, corrigea Pierre. Et ce que j'ai trouvé était compliqué. Compliqué? Antoine se pencha en avant. Pierre, cet homme a détruit notre famille. À cause de lui, ton grand-père a perdu son restaurant. À cause de lui, on a dû vendre le local où ta grand-mère avait son café. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Mais papa, la voix de Pierre s'adoucit, est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi il avait écrit cette chronique? Parce que c'était un arrogant sans talent qui voulait se faire un nom sur le dos des autres, répondit Antoine avec amertume. C'était un chef de 26 ans qui venait de perdre sa mère, dit Pierre, et je me figeais. Comment savait-il ça? J'ai lu tous ses articles de l'époque. Après sa mort, ses chroniques sont devenues de plus en plus cruelles, comme s'il déversait sa douleur sur les autres. Les larmes me piquèrent les yeux. Ma mère était morte 3 semaines avant que j'écrive cette maudite chronique. J'étais dévasté. Je buvais trop. Je cherchais quelque chose ou quelqu'un à blâmer pour le vide que je ressentais. Et l'Étoile de Lion avait été la mauvaise cible au mauvais moment. Ça n'excuse pas ce qu'il a fait, argumenta Antoine. Mais sa voix avait perdu de son tranchant. Non, ça ne l'excuse pas, convint Pierre. Mais ça l'explique. Et papa, j'ai vu ce qu'il fait maintenant. J'ai vu les lettres qu'il garde de gens reconnaissants. J'ai vu comment il traite son équipe, comment il se consacre à son art. Ce n'est plus le même homme que celui qui a écrit cette chronique. Les gens ne changent pas autant, dit Antoine, mais il semblait moins convaincu. Toi tu as changé, souligna doucement Pierre. Après qu'on a perdu le restaurant, tu es devenu plus bienveillant dans tes chroniques. Tu as commencé à utiliser ta plume pour soutenir les jeunes chefs au lieu de les descendre. Maman disait toujours que l'adversité t'avait rendu meilleur critique. Le silence qui suivit fut lourd, chargé. J'étais cloué sur place, incapable de bouger, écoutant ce jeune homme défendre mon caractère devant son propre père. Et ce lieu? Demanda enfin Antoine en désignant le restaurant d'un geste large. Construit sur les cendres du café de ta grand-mère. Construit sur un immeuble abandonné que personne d'autre ne voulait, corrigea Pierre. Le chef Beaumont ne connaissait pas l'histoire du lieu quand il l'a acheté. Et quand il l'a apprise, il y a quelque chose que tu dois voir. Pierre se leva et disparut vers la cuisine. Je rentrai rapidement par la porte de service, faisant semblant de travailler quand il arriva. « Lucien, dit-il. » Et dans ses yeux, il y avait une prière muette. « Est-ce que je peux montrer à mon père les lettres ?» Je regardais la boîte en métal que je gardais dans mon bureau. C'était mon secret le plus intime, ma façon de porter la culpabilité et la croissance. Mais s'il existait la moindre chance qu'Antoine Mercier voie au-delà de mon erreur passée, ces lettres étaient la seule preuve que j'avais. « Oui, dis-je enfin, montre-lui tout. » Pierre prit la boîte et retourna dans la salle. Je les observais depuis la cuisine pendant qu'il la posait devant son père et sortait les lettres une à une, expliquant ce qu'elles signifiaient. Je vis l'expression d'Antoine changer progressivement au fil de sa lecture. La dureté de son regard s'adoucissait, remplacée par quelque chose de plus complexe, de la confusion peut-être, ou de la reconnaissance. Marie vint se poster à côté de moi. « Ce gamin se bat pour toi, » murmura-t-elle. « Tu t'en rends compte? » « Oui. » Et ça me terrifiait autant que ça m'émouvait. Après ce qui me sembla une éternité, Antoine reposa la dernière lettre sur la table et leva les yeux. Son regard croisa le mien à travers la vitre de passe. Il n'y avait pas encore de pardon. Pas encore. Mais il y avait autre chose. Une ouverture. Je pris une profonde inspiration et sortis dans la salle, m'approchant de leur table d'un pas mesuré. « Monsieur Mercier, commençai-je, la voix plus ferme que je ne l'étais réellement. Il y a quelque chose que j'aurais dû dire il y a 6 ans et que je n'ai jamais eu le courage de faire. » Antoine me regarda en silence, attendant. « Je suis désolé, dis-je simplement. Désolé pour la chronique, pour n'avoir pas pensé aux conséquences de mes mots, pour avoir utilisé ma douleur comme excuse pour blesser les autres, et désolé de ne pas m'être excusé plus tôt. »« Pourquoi maintenant ?» demanda Antoine. « Pourquoi vous excuser maintenant, après tant d'années ?» Je regardais Pierre, qui m'observait avec ses yeux bleus pleins d'espoir. Parce que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait comprendre que le passé n'a pas à définir l'avenir, répondis-je honnêtement. Quelqu'un qui a vu au-delà de l'erreur que j'ai commise et qui m'a donné la chance d'être meilleur. Antoine suivit mon regard jusqu'à son fils et quelque chose changea dans son expression.
De la compréhension peut-être, ou simplement la résignation face à l'inévitable. Pierre, dit-il lentement, il y a quelque chose que tu veux me dire? Pierre rougit intensément mais soutint son regard. Lucien et moi, nous allons participer ensemble au concours national de pâtisserie. En équipe. Quoi? Antoine se leva d'un bond. Pierre, ce concours a lieu dans 3 semaines. Il faut des mois de préparation. Alors on travaillera 2 fois plus, répondit Pierre avec une détermination que je ne lui avais jamais vue. Papa, toute ma vie je t'ai vu poursuivre ta passion pour la gastronomie, même quand tout était difficile. Maintenant c'est mon tour, et je veux le faire avec le meilleur. Il a détruit notre famille, dit Antoine, mais sa voix n'avait plus de conviction. Non, corrigea Pierre. Les circonstances ont détruit le restaurant de grand-père. La chronique de Lucien n'a été que le déclencheur. Et papa, toi-même tu as dit un jour que l'échec nous enseigne plus que le succès. N'est-ce pas ce qui t'a rendu le critique que tu es aujourd'hui? Antoine se rassit lentement, passant les mains sur son visage. Il semblait avoir vieilli de 10 ans en quelques minutes. Je ne peux pas bénir ça, dit-il enfin. Je ne peux pas simplement oublier 6 ans de douleur et dire que tout va bien. Je ne te le demande pas, répondit doucement Pierre. Je te demande juste de me laisser une chance de prouver que ça veut dire quelque chose. Que lui veut dire quelque chose? Le double sens ne passa pas inaperçu. Antoine me regarda avec des yeux perçants, m'évaluant comme il l'aurait fait d'un plat complexe. J'ai toujours ma chronique à écrire sur cet endroit, dit-il enfin, et elle sera honnête peu importe ce que Pierre ressent. Je n'en attends pas moins, répondis-je. Et si vous participez à ce concours, continua-t-il, vous avez intérêt à gagner, parce que si mon fils associe son nom au vôtre, ça a intérêt à valoir le coup. Ce n'était pas une bénédiction, pas même une acceptation, mais c'était un début. Permettez-moi de terminer votre déjeuner, dis-je, et je vous promets que ce sera inoubliable. Je retournai en cuisine avec une détermination renouvelée. Je savais maintenant ce que serait le 5e dessert, celui qui représenterait l'avenir. Je travaillais en silence pendant que l'équipe m'observait avec curiosité. Je pris des figues fraîches que je caramélisais au miel et au thym. Je préparais une glace à la ricotta à l'huile d'olive. Je créais un croustillant aux amandes et à la lavande. Et enfin, la touche finale, un sirop au vin doux de Lyon, la ville natale des Merciers. C'était un pont entre le passé et l'avenir, entre la douleur et l'espoir, entre 2 hommes qui avaient plus en commun qu'ils ne voulaient l'admettre. Quand je portais moi-même l'assiette à la table d'Antoine, je vis que Pierre était toujours assis avec lui. Tous deux me regardèrent pendant que je posais le dessert devant le critique. Figues caramélisées, glace à la ricotta, croustillant, amandes lavande et sirop au vin doux de Lyon, expliquai-je. Je l'appelle souvenir de maison. Antoine goûta le dessert en silence. Je le vis fermer les yeux, ses épaules s'affaissaient. Quand il les rouvrit, il y avait des larmes dedans. Ma mère faisait quelque chose de semblable, dit-il d'une voix brisée. Dans son café, c'était sa spécialité d'automne. Je sais, répondis-je doucement. Pierre m'a parlé d'elle, de son café. J'ai voulu lui rendre hommage. Antoine me regarda longuement et à cet instant, quelque chose passa entre nous. Pas encore du pardon, mais de la reconnaissance. 2 hommes qui avaient perdu quelque chose de précieux et qui essayaient de retrouver leur chemin. Beaumont, dit-il enfin en s'essuyant discrètement les yeux, je ne vous pardonne pas encore. Peut-être que je ne le ferai jamais complètement, mais il marqua une pause, choisissant ses mots avec soin. Je reconnais que les gens sont plus complexes que leurs pires erreurs. C'était plus que je n'osais espérer. Merci, murmurai-je. Ne me remerciez pas encore, prévint-il, mais il y avait une pointe de chaleur dans sa voix. J'ai toujours ma chronique à écrire, et j'ai toujours besoin de voir si vous êtes vraiment capable de gagner ce concours avec mon fils. On va gagner, dit Pierre avec assurance. Je te le promets. Antoine se leva, laissant l'addition et un pourboire généreux sur la table. Pierre, dit-il en enfilant son manteau, on dîne ensemble ce soir, toi et moi. On a beaucoup de choses à discuter. Oui, papa, répondit Pierre en hochant la tête. Quand Antoine quitta le restaurant, Pierre et moi nous regardâmes de part et d'autre de la salle. Merci, articulai-je en silence. Il sourit, ce sourire timide qui faisait battre mon cœur plus vite, et retourna en cuisine. Le reste du service passa dans le flou. Mais quand nous fermâmes enfin ce soir-là, quand le dernier employé fut parti, Pierre et moi nous retrouvâmes seuls dans la cuisine. Alors, dis-je en m'appuyant contre la table de travail, 3 semaines pour nous préparer au concours le plus important de notre vie. 3 semaines, répéta Pierre en s'approchant lentement. Sans sommeil, sans repos, juste du travail acharné. Tu crois qu'on peut y arriver? Je sais qu'on peut, répondit-il, maintenant si près que je sentais son souffle. Parce que quand on est ensemble, Lucien, on crée de la magie. Je l'embrassai.
Je ne pus pas m'en empêcher. Et cette fois, quand ses lèvres rencontrèrent les miennes, il n'y avait plus de timidité. Pierre me rendit mon baiser avec une passion dont j'ignorais qu'il était capable, ses mains s'enfouissant dans mes cheveux, son corps pressé contre le mien. Je croyais qu'on avait dit qu'on resterait professionnel, murmura-t-il contre mes lèvres. Au diable le professionnalisme, répondis-je en le soulevant pour l'asseoir sur la table de travail. On vient de survivre à la pire rencontre possible avec ton père. On le mérite. Pierre rit, le son emplissant la cuisine vide comme une musique. 3 semaines, répéta-t-il. Et ensuite on montre au monde entier ce qu'on peut faire ensemble. Ensemble, acquiesçai-je en scellant la promesse d'un nouveau baiser. Pendant que Paris dormait dehors, dans notre cuisine nous commençâmes à planifier. Pas seulement le concours, mais un avenir qui semblait impossible quelques heures plus tôt. Un avenir bâti sur les erreurs du passé et les espoirs de demain. Un avenir qui avait le goût de la possibilité et du sucre caramélisé. Les 3 semaines qui suivirent furent les plus intenses de ma vie. Pierre et moi vivions pratiquement en cuisine, arrivant avant l'aube et partant bien après minuit. Marie avait repris la majeure partie des responsabilités quotidiennes du restaurant, nous laissant chaque minute libre pour perfectionner notre projet pour le concours. Le thème du concours national de pâtisserie cette année était « Métamorphose ». Créer un menu de 5 desserts, racontant une histoire de transformation. Chaque élément devait évoluer par rapport au précédent, construisant une narration complète à la fois visuelle et gustative. « Qu'est-ce que tu penses de ça ?» demanda Pierre le premier soir d'entraînement en me montrant un croquis. On commence par quelque chose de simple, presque enfantin, un dessert qui représente l'innocence. Et ensuite chaque suivant devient plus complexe, plus sophistiqué. J'étudiais son dessin impressionné par la clarté de sa vision. Comme grandir, dis-je lentement, de l'enfance à la maturité. Exactement, ses yeux brillaient d'enthousiasme. Mais pas seulement, c'est aussi sur la façon dont la douleur et l'expérience nous transforment en quelque chose de meilleur, de plus complet. Je compris qu'il ne parlait pas seulement de dessert, il parlait de nous. Nous travaillâmes 3 jours entiers sur le premier dessert. Nous voulions capturer l'essence de l'enfance. Douceur simple, couleur vive, saveur réconfortante. Pierre proposa une version déconstruite du pain au chocolat, ce classique français que tous les enfants adorent. Mais ça ne peut pas être juste du pain et du chocolat, objectai-je en le regardant façonner la pâte. Il faut qu'il y ait quelque chose d'inattendu, quelque chose qui te fasse te souvenir de ta première bouchée de pain au chocolat tout en te surprenant. Et si on ajoutait une compote d'orange sanguine, suggéra Pierre, comme ces surprises qu'on découvre en mordant dans quelque chose de familier. On testa, on échoua, on recommença, encore et encore. Au 4e jour, enfin, nous y étions. Un pain au chocolat totalement réinventé, pâte feuilletée transparente et craquante comme du verre, fourrée d'une ganache au chocolat légèrement cardamome, accompagnée d'une compote d'orange sanguine qui explosait en bouche comme des feux d'artifice d'enfance. C'est parfait, soufflai-je en goûtant le résultat final. Non, corrigea Pierre en s'essuyant une trace de chocolat sur la joue. C'est le commencement. Les jours se fondirent en une routine épuisante mais électrisante. Nous prenions le petit déjeuner ensemble en cuisine avant l'arrivée de l'équipe, partageant café et croissants tout en discutant idées. La journée, nous assurions nos responsabilités au restaurant. Et le soir, nous devenions des savants fous, expérimentant technique, saveur et présentation. La 2e semaine, Antoine Mercier publia sa chronique sur le sucre d'or. J'étais terrifié à l'idée de la lire. Je la laissai des heures sur mon bureau sans oser l'ouvrir. Ce fut Pierre qui finit par me la lire à voix haute pendant que je préparais la pâte de notre 3e dessert. Le sucre d'or est un exercice de contradiction, lut Pierre, la voix légèrement tremblante. Son chef, Lucien Beaumont, fut autrefois le critique le plus cruel de France. Il en est aujourd'hui le pâtissier le plus innovant. La question est, peut-on se transformer aussi complètement ? Je retins mon souffle, attendant le coup fatal. Après ma visite, la réponse est sans équivoque. Oui, continua Pierre, et je perçus le sourire dans sa voix. Beaumont a créé quelque chose d'extraordinaire dans cet espace. Chaque dessert est une œuvre d'art, mais plus important encore, chacun raconte une histoire, celle d'un homme qui a appris que détruire est facile, mais que créer exige un vrai courage. Pierre s'arrêta de lire, ses yeux croisant les miens. Il avait les larmes aux yeux. Il donne 4 étoiles au restaurant, murmura-t-il. La note maximale. Je ne pus parler. Je le serrai simplement dans mes bras, sentant des années de culpabilité commencer à se dissoudre. Ce n'était pas encore un pardon complet, pas encore, mais c'était la reconnaissance que j'avais changé, que j'avais fait l'effort d'être meilleur. Ton père est un homme juste, dis-je enfin. Il est têtu et orgueilleux, corrigea Pierre avec un sourire. Mais oui, il est juste.
et je crois que cette chronique lui a autant coûté qu'à toi de l'entendre. Cette nuit-là, après la fermeture, nous célébrâmes à notre manière, en créant. Nous improvisâmes un dessert sans pression, sans objectif, juste pour le plaisir pur de travailler ensemble. Pierre prépara une crème brûlée pendant que je faisais un sorbet framboise. Je l'observais travailler, admirant la façon dont ses mains bougeaient, avec une assurance croissante. Comment il n'hésitait plus avant chaque décision. « Tu as énormément progressé », commentai-je en me glissant derrière lui. « J'ai un bon professeur », répondit-il en se laissant aller contre moi. « Juste bon ?» le taquinai-je en glissant mes bras autour de sa taille. « Insupportablement arrogant, dirais-je », plaisanta-t-il en se retournant pour me faire face. Mais aussi brillant et sexy quand il est concentré. Je l'embrassai, goûtant le sucre sur ses lèvres. Ses mains trouvèrent mes cheveux, m'attirant plus près. Le baiser s'approfondit, devint plus urgent, plus nécessaire. « Lucien » murmura-t-il contre ma bouche. « Les desserts, qu'ils brûlent » répondis-je en le soulevant sur la table de travail. Mais Pierre rit et me repoussa doucement. « Non, on doit encore finir le 4e dessert. Il ne reste que 9 jours avant le concours. » Il avait raison, bien sûr, mais pendant que nous reprenions le travail, nos mains se frôlaient plus souvent que nécessaire, nos regards duraient un peu trop longtemps pour rester professionnels. La tension entre nous était palpable, délicieuse, presque insoutenable. Le 4e dessert était le plus difficile. Il représentait la douleur, cette phase de la métamorphose où tout se brise avant de se reconstruire. Il devait être beau mais troublant, délicieux avec une pointe d'amertume. « Et si on faisait une tarte au chocolat noir avec de l'huile d'olive fumée ?» proposai-je, avec des fleurs comestibles qui ont l'air de faner. « Et une glace à la réglisse noire », ajouta Pierre. « Quelque chose que les gens adorent ou détestent, sans demi-mesure. » Nous travaillâmes des jours sur ce dessert, ajustant chaque élément jusqu'à ce que l'équilibre soit parfait. Le résultat final était saisissant, sombre et dramatique avec des saveurs qui faisaient réfléchir, qui forçaient à affronter la complexité de la vie. « C'est déprimant », observa Marie en le goûtant. « C'est honnête », corrigeai-je. « Et ça prépare le palais au 5e dessert, qui sera tout l'inverse. Le 5e et dernier dessert devait représenter l'espoir, la transformation achevée. C'était le plus important et nous ne savions toujours pas ce que nous allions faire. À 5 jours du concours, Pierre et moi étions assis dans la cuisine vide à 3 heures du matin, épuisés et à court d'idées. « Il nous faut quelque chose qui boucle la boucle », dis-je en me frottant les yeux fatigués. Quelque chose qui reprend tous les éléments des desserts précédents et les réunit. Un dessert qui soit à la fois une fin et un commencement, murmura Pierre en posant sa tête sur mon épaule. Nous restâmes silencieux, laissant nos esprits vagabonder. Dehors, Paris dormait. Dedans, nous étions dans notre propre monde, un monde où il n'y avait que nous et nos créations. « Tu sais ce qui m'a le plus marqué dans ta cuisine ?» demanda soudain Pierre. « Les lettres que tu gardes, toutes ces personnes dont tu as changé la vie. » Elles n'étaient pas toutes positives, lui rappelai-je. Mais toutes étaient transformatrices, insista-t-il en relevant la tête pour me regarder. Lucien, et si le 5e dessert parlait de connexion, de la façon dont les gens se transforment mutuellement? Quelque chose fit tilt dans mon esprit. Un dessert qui se mange à 2, dis-je lentement, qui nécessite de partager. Comme nous, ajouta Pierre, les yeux brillants de cette lumière qui apparaissait quand il avait une idée géniale. Un dessert qui n'a de sens que quand 2 personnes le vivent ensemble. Nous passâmes le reste de la nuit à esquisser des idées. À l'aube, nous avions notre concept. Une sphère de chocolat blanc et rose qui se brisait au centre de la table, révélant 2 mousses différentes dans chaque moitié. Chaque personne goûtait d'abord son côté, puis ils échangeaient, et enfin mélangeaient les 2 saveurs dans une dernière cuillère. C'était risqué, conceptuel, potentiellement catastrophique. C'était parfait. Les derniers jours avant le concours furent un tourbillon de répétitions incessantes. Nous perfectionnâmes chaque technique, chronométrâmes chaque geste, répétâmes la présentation jusqu'à pouvoir la faire les yeux fermés. La veille du concours, Antoine Mercier apparut au restaurant sans prévenir. « Papa », Pierre semblait surpris. « Qu'est-ce que tu fais là ? Je viens voir ce que vous avez préparé », répondit Antoine en entrant dans cuisine, les mains dans les poches. « Si demain vous représentez le nom Mercier, je veux savoir avec quoi. » Pierre me jeta un regard nerveux. Nous avions gardé notre projet secret, même de son père. « Montrez-nous », dit Antoine, et ce n'était pas une demande. Pendant l'heure qui suivit, nous préparâmes nos 5 desserts pour un seul spectateur. Antoine observa en silence, l'expression indéchiffrable pendant qu'il goûtait chaque élément. Quand nous arrivâmes au 5e dessert, la sphère à partager, il me lança un regard lourd de sens.
Un dessert sur la collaboration ? Demanda-t-il. Ou sur autre chose ? Sur les deux, répondit courageusement Pierre. Sur la façon dont les bonnes personnes nous transforment en meilleure version de nous-mêmes. Antoine goûta les deux côtés de la sphère, puis les mélangea exactement comme nous l'avions conçu. Je le vis fermer les yeux, assimilant non seulement les saveurs mais le concept entier. C'est risqué, dit-il enfin. Les juges pourraient détester. Ils pourraient dire que c'est trop conceptuel, que vous sacrifiez le goût au théâtre. Je sais, admis-je. Mais, continua Antoine, et un petit sourire apparut sur ses lèvres, si ça marche, vous gagnerez, parce que ce n'est pas seulement un dessert, c'est une déclaration. Pierre et moi nous regardâmes, nous autorisant un instant d'espoir. Pierre, dit Antoine en se levant, ton grand-père aurait été fier de te voir, pas seulement pour ta technique, qui est excellente, mais pour ton courage de tracer ta propre voie. Je vis les larmes monter aux yeux de Pierre. Tu le penses vraiment ? Je le sais. Antoine posa une main sur l'épaule de son fils. Et même si ça m'a pris du temps, moi aussi je suis fier. Il se tourna vers moi, et pour la première fois depuis que nous nous connaissions, il n'y avait plus d'hostilité dans son regard. Beaumont, prenez soin de mon fils demain, et gagnez ce concours, pas pour vous, mais pour prouver que la transformation est possible. Après le départ d'Antoine, Pierre s'effondra sur une chaise digérant tout ce qui venait de se passer. « On vient de recevoir sa bénédiction ?» demanda-t-il, abasourdi. « Je crois que oui, » répondis-je, tout aussi stupéfait. « Lucien », Pierre se leva et marcha vers moi avec détermination. « Demain, quoi qu'il arrive au concours, je veux que tu saches quelque chose. »« Quoi ? » ?»« Que je suis tombé amoureux de toi, » dit-il simplement. « Pas du chef célèbre ni de l'homme repentant. De toi, de celui qui garde les lettres d'inconnu et qui se brûle les doigts en testant le caramel parce qu'il se soucie de chaque détail. De celui qui m'a embrassé dans cette cuisine et a tout changé. Mon cœur battait si fort que j'étais sûr qu'il l'entendait. « Pierre, tu n'as rien à dire maintenant » m'interrompit-il. « J'avais juste besoin que tu le saches avant demain, parce que demain, devant ces juges, nous allons leur raconter une histoire de transformation, et je veux que ce soit notre histoire. » Je l'attirai à moi, l'embrassant avec toute l'intensité que j'avais retenue pendant des semaines. Ses bras s'enroulèrent autour de mon cou, son corps se pressant contre le mien comme s'il voulait se fondre en moi. « Je t'aime », murmurai-je contre ses lèvres. « Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée, Pierre Mercier. Et demain, on va gagner ce concours. Ensuite, je t'emmènerai dîner dans le meilleur restaurant de Paris, et je dirai au monde entier que tu es à moi. » Pierre rit, ce son qui était devenu mon préféré au monde. « Ambitieux jusqu'au bout », taquina-t-il. « Mais d'abord, on dort. Demain, il faut qu'on soit parfait. » Cette nuit-là, pour la première fois depuis des semaines, nous dormîmes tous les deux plus de 4 heures. Et quand l'aube du jour du concours arriva, je me réveillai en me sentant plus près que je ne l'avais jamais été. Pas seulement pour le concours, mais pour tout ce qui viendrait après, pour l'avenir que nous étions sur le point de construire ensemble. Le palais des congrès de Paris était bondé. Plus de 500 spectateurs, chefs célèbres, critiques gastronomiques et passionnés de pâtisserie, s'étaient rassemblés pour assister au concours national de pâtisserie. Les lumières vives, les caméras braquées sur chaque poste de travail, le bourdonnement constant de la foule, tout contribuait à une atmosphère électrisante et terrifiante. Pierre et moi étions au poste numéro 7, en train d'organiser nos ingrédients avec des mains qui tremblaient légèrement sous l'effet de l'adrénaline. Nous étions arrivés 2 heures plus tôt pour tout préparer, vérifier chaque détail, nous assurer que rien ne pourrait mal tourner. « Prêt ?» demandai-je en regardant Pierre, pâle mais déterminé dans son uniforme de chef impeccable. « Je suis né prêt », répondit-il, même si sa voix tremblait, même si je risque de vomir d'abord. Je ris et serrai brièvement sa main. « Tu vas être parfait. On est parfaits ensemble. » Le jury était composé de 5 légendes de la pâtisserie française, 3 meilleurs ouvriers de France, un chef pâtissier triplement étoilé Michelin, et, à ma surprise et à mon horreur, Antoine Mercier en tant que juge invité spécial. « Tu ne m'avais pas dit que ton père ferait partie du jury ?» chuchotai-je à Pierre pendant qu'Antoine prenait place à la table. « Je ne le savais pas non plus », répondit Pierre tout aussi surpris. « Ça doit être un changement de dernière minute. » Antoine nous regarda droit dans les yeux depuis sa position. Son expression était neutre, professionnelle. Aucune trace de l'homme qui nous avait donné sa bénédiction la veille. C'était le critique impitoyable que la France connaissait et craignait. « Concurrent », annonça l'animateur, « vous avez 5 heures pour réaliser votre menu complet de 5 desserts sur le thème « Métamorphose ». Le chronomètre démarre, maintenant. La salle explosa en activité. 20 équipes se mirent à travailler simultanément. Bruit de fouet, porte de four qui claque,
couteaux qui cognent contre les planches, un chaos maîtrisé, une symphonie de création culinaire. Pierre et moi, nous nous mouvions comme un seul être. Nous avions tellement répété que les mots étaient redevenus inutiles. Pendant que je préparais la pâte du pain au chocolat déconstruit, il travaillait la compote d'orange sanguine. Pendant que je montais la meringue du deuxième dessert, il tempérait le chocolat. Les 2 premiers desserts sortirent parfaits. Nous les dressâmes avec des gestes experts et les présentâmes aux juges, qui les goûtèrent en silence en prenant des notes sur leur tablette. Mais quand arriva le 3e dessert, le soufflé, tout commença à se compliquer. « Lucien !» La voix de Pierre trahissait une pointe de panique. Le four de gauche n'atteint pas la bonne température. Je vérifiai le thermomètre. Il avait raison, 10 degrés en dessous. Si on y mettait les soufflets, il retomberait. « Utilise le four de droite », ordonnai-je en essayant de garder mon calme. « Ajuste le temps de cuisson. 3 minutes de moins. » Pierre hocha la tête et se dépêcha. Mais le changement nous fit perdre un temps précieux. D'autres équipes présentaient déjà leur 3e dessert pendant que nous finissions encore le nôtre. « Ce n'est rien », murmurai-je, plus pour moi que pour lui. La qualité prime sur la vitesse. Quand nous sortîmes enfin les soufflets du four, ils étaient en parfait. Dorés dessus, cœur coulant de caramel salé qui s'écoulait à la découpe. Nous les présentâmes avec seulement 2 minutes de retard. Je vis Antoine goûter le nôtre. Son visage resta impassible, mais il ferma brièvement les yeux. Signe d'approbation, j'espérais. Le 4e dessert se passa plus facilement. La tarte au chocolat noir à l'huile d'olive fumée était l'un de nos plus forts. Pierre avait perfectionné les fleurs comestibles fanées, leur donnant un aspect si réaliste que plusieurs spectateurs poussèrent des exclamations quand nous les posâmes. Mais c'était le 5e dessert qui me rendait nerveux. Le concept était audacieux, expérimental. Si les juges ne le comprenaient pas, tout notre travail aurait été vain. Avec 30 minutes restantes au chronomètre, nous commençâmes à monter les sphères de chocolat. Il fallait être parfait. Une erreur de tempérage et toute la structure s'effondrerait. « Lucien » souffla Pierre en travaillant de son côté du poste. « Je tremble. Je n'arrive pas à tenir ma main stable. Respire, lui dis-je en me glissant derrière lui. Je posai mes mains sur les siennes pour les stabiliser. Inspire 4 temps. Expire 4 temps. On y est. Je sentis sa respiration se calmer peu à peu. Ses mains cessaient de trembler. Nous travaillâmes en parfaite synchronie, construisant couche après couche la sphère jusqu'à ce qu'elle devienne une œuvre d'art, blanche et rose en spirale, délicate comme un œuf de Fabergé comestible. Quand nous la posâmes sur son socle et ajoutâmes les 2 mousses différentes à l'intérieur, je sus que c'était la plus belle chose que nous ayons jamais faite. 5 minutes, annonça l'animateur. Nous nous dépêchâmes de dresser le 5e dessert, ajoutant les finitions, feuilles d'or comestibles, fleurs cristallisées, une sauce framboise qui entourait la sphère comme une auréole. 30 secondes. Pierre et moi nous regardâmes. Nous étions couverts de chocolat, de sueur et de farine, épuisés jusqu'aux os. Mais dans ses yeux, je vis la même exaltation que celle qui battait dans ma poitrine. « On l'a fait », souffla-t-il. « On l'a fait ensemble », rectifiai-je. « Tant ». Le son de la cloche résonna dans toute la salle. Les 2 heures suivantes furent une torture. Chaque équipe présentait ses 5 desserts au jury, expliquait son concept, sa technique, sa vision. Les juges goûtaient, posaient des questions, prenaient des notes interminables. Quand vint enfin notre tour, mes jambes me portaient à peine. « Équipe numéro 7, Lucien Beaumont et Pierre Mercier », annonça l'animateur. « Veuillez expliquer votre concept, s'il vous plaît. » Je pris une profonde inspiration et commençai. Notre menu raconte l'histoire de la métamorphose à travers 5 étapes de transformation humaine. Nous commençons par l'innocence de l'enfance, représentée par notre pain au chocolat déconstruit. Je parlais 5 minutes, expliquant chaque dessert, chaque décision, chaque détail. Pierre complétait sur les techniques précises, sur les symbolismes que nous avions intégrés. Quand nous arrivâmes au 5e dessert, la sphère à partager, je marquai une pause. « Ce dernier dessert est différent », expliquai-je. « Il ne peut pas être goûté par une seule personne. Il en faut 2, parce que la métamorphose la plus importante n'est pas celle que l'on vit seul, mais celle qui se produit quand on rencontre quelqu'un qui nous transforme. » J'invitai 2 juges à goûter le dessert ensemble. Je les vis briser la sphère, chacun goûter son côté, puis échanger, et enfin mélanger les 2 saveurs. Leurs expressions passèrent du scepticisme à la surprise, puis à quelque chose qui ressemblait à de la compréhension. Antoine fut le dernier à goûter. Il le fit avec la juge assise à côté de lui, une célèbre chef pâtissière de Marseille. Quand ils mélangèrent les 2 saveurs dans la dernière cuillère, je vis un petit sourire effleurer ses lèvres. « C'est une déclaration audacieuse », commenta Antoine, sa voix résonnant dans le micro.
suggérait que la pâtisserie parle de connexion humaine plutôt que de talent individuel. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur Mercier, répondit Pierre, et la fermeté de sa voix me surprit. Nous pensons que la pâtisserie a toujours été une question de connexion. Chaque dessert que nous créons est un pont entre le chef et celui qui le goûte. Nous ne faisons que rendre ce concept explicite. Le silence qui suivit fut tendu. Puis, à ma stupéfaction totale, Antoine hocha la tête. « Bien dit, Pierre, » répondit-il. « Très bien dit. » La délibération dura 45 minutes. Pierre et moi restâmes assis à notre poste, épuisés, n'osant pas parler de peur de porter malheur. Autour de nous, les autres équipes faisaient un pareil. Certains confiants, d'autres abattus. Marie était venue nous soutenir et était assise au premier rang. Elle nous fit un pouce en l'air encourageant. Quelque part dans le public se trouvait aussi toute l'équipe du Sucre d'Or, qui avait fermé le restaurant pour la première fois en année pour être là. Enfin, le jury revint s'asseoir. L'animateur prit le micro. « Mesdames et messieurs, après une délibération minutieuse, le jury a rendu son verdict. Nous commencerons par les mentions honorifiques, puis la 3e place, la 2e, et enfin le vainqueur du concours national de pâtisserie. » Mon cœur battait si fort que j'entendais à peine. Les mentions honorifiques allèrent à des équipes qui avaient réalisé des travaux exceptionnels, mais avec de petits défauts techniques. La 3e place revint à un duo de Marseille au dessert d'une beauté extraordinaire. La 2e place fut pour une équipe de Lyon, qui avait impressionné avec des techniques moléculaires innovantes. Et maintenant, l'animateur marqua une pause dramatique. Le vainqueur du concours national de pâtisserie, accompagné d'un prix de 500 000 €, et de l'honneur de représenter la France aux compétitions internationales, Pierre saisit ma main sous la table et la serra si fort que ça faisait presque mal. L'équipe numéro 7, Lucien Beaumont et Pierre Mercier. Le monde explosa en bruit. La foule rugit. L'équipe du Sucre d'Or sauta de leurs sièges en criant. Pierre m'enlaça si fort que je pouvais à peine respirer, et soudain nous pleurions et rions en même temps. « On a gagné !» hurlait Pierre. « Lucien, on a gagné !» Nous montâmes sur scène dans un état second. Le trophée était immense, lourd, magnifique. Les flashs crépitaient sur nos visages. L'animateur nous posa des questions que je percevais à peine. Mais ce dont je me souviens le plus, c'est d'avoir regardé le jury et d'avoir vu Antoine Mercier debout, en train d'applaudir. Il avait les larmes aux yeux, et quand nos regards se croisèrent, il hocha une fois la tête, un geste d'approbation, de fierté, de pardon définitif. La conférence de presse fut un tourbillon de questions. Les journalistes voulaient tout savoir. Notre technique, notre inspiration, nos projets. « C'est vrai, monsieur Beaumont, que c'est vous qui avez écrit la chronique qui a fermé le restaurant de la famille Mercier il y a 6 ans ?» demanda un journaliste, et la salle se tut. Je regardai Pierre, qui hocha légèrement la tête. « C'est vrai, » répondis-je avec sincérité. « J'ai commis une terrible erreur il y a 6 ans qui a causé beaucoup de souffrance à la famille Mercier. Ce concours, cette victoire, n'efface pas cette erreur. Mais j'espère qu'il prouve que les gens peuvent changer, grandir, apprendre à créer plutôt qu'à détruire. Et vous, monsieur Mercier ?» Le journaliste se tourna vers Pierre. « Que ressentez-vous à travailler avec l'homme qui a fait du mal à votre famille ?» Pierre me regarda, et dans ses yeux je vis un amour si clair qu'il me coupa le souffle. « Je me sens honoré, » répondit-il simplement, « parce que Lucien m'a appris que le talent sans compassion est vide, mais que le talent accompagné d'humilité peut changer le monde. Et ensemble, je crois que nous pouvons créer quelque chose d'extraordinaire. » Les caméras immortalisèrent l'instant. Demain, notre histoire serait dans tous les journaux de France. Le chef arrogant et le fils de sa victime, unis dans la victoire et, même si nous ne l'avions pas dit explicitement, dans l'amour. Cette nuit-là, après la cérémonie, les interviews et les célébrations avec l'équipe, Pierre et moi nous retrouvâmes enfin seuls au Sucre d'Or. Nous avions rapporté le trophée et l'avions posé au centre de la cuisine, où il brillait sous les lumières tamisées. « Alors » dis-je en nous servant du champagne dans des flûtes en cristal. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?»« Maintenant ?» Pierre s'approcha en prenant sa coupe. « Je crois que tu m'avais promis de m'emmener dans le meilleur restaurant de Paris. »« Sérieux ? Parce que je suis quasiment sûr qu'on est déjà dans le meilleur restaurant de Paris. » plaisantai-je. Pierre rit, ce son qui était devenu ma chanson préférée. Arrogant jusqu'au bout. « J'ai appris auprès du meilleur, » répondis-je en l'attirant à moi. Je l'embrassai là, dans notre cuisine, sous les mêmes lumières où tout avait commencé. Mais ce baiser était différent. Il n'était ni volé, ni urgent, ni né du désespoir. C'était une promesse, un commencement. « Je t'aime, Pierre Mercier », soufflai-je contre ses lèvres. « Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée, mieux que n'importe quel prix, mieux que n'importe quelle critique. Je t'aime, Lucien Beaumont. »
répondit-il, ses mains caressant mon visage. Même quand tu es insupportablement arrogant et que tu brûles le caramel. Nous rîmes ensemble, ce son emplissant la cuisine vide. Tu sais à quoi je pensais? Demanda Pierre après un moment. Au restaurant de mon grand-père, celui qui a fermé. Oui? Et si on le rouvrait? Ses yeux brillaient de cette lumière qui apparaissait quand il avait une idée géniale. On pourrait utiliser une partie du prix pour le restaurer, honorer sa mémoire, mais avec notre propre vision. Un lieu qui soit à la fois passé et avenir. Mon cœur se gonfla dans ma poitrine. Tu le ferais? Après tout ce qui s'est passé? Nous le ferions, corrigea-t-il. Ensemble, parce que c'est ça, la métamorphose, non? Prendre quelque chose de brisé et le transformer en quelque chose de beau. Je l'embrassai encore, plus profondément cette fois, versant tout ce que je ressentais dans ce contact. Ses mains s'enfouirent dans mes cheveux, son corps se pressant contre le mien, avec une urgence qui alluma un feu dans mes veines. « Lucien, murmura-t-il entre deux baisers, emmène-moi à la maison, chez toi, chez nous. » Et je le fis. Cette nuit-là, tandis que Paris dormait dehors, Pierre et moi écrivîmes le premier chapitre de notre avenir commun, pas seulement comme associés en cuisine, mais comme quelque chose de plus grand, quelque chose qui n'avait pas encore de nom, mais qui avait le goût de la possibilité et de la promesse. 3 mois plus tard, l'Étoile de Lion rouvrit ses portes. Antoine Mercier coupa le ruban inaugural, les larmes aux yeux en se souvenant de son père. Le menu était une fusion des recettes traditionnelles de la famille Mercier et de créations innovantes que Pierre et moi avions développées ensemble. La première critique que nous reçûmes fut celle d'Antoine. Il donna 5 étoiles au restaurant et écrivit « L'Étoile de Lion n'est pas seulement un restaurant. C'est la preuve que la rédemption est possible, que l'amour peut naître des cendres de la douleur, et que les plus belles créations naissent quand on laisse notre passé nous transformer, plutôt que nous définir. » Le sucre d'or continuait de tourner à Paris sous la direction de Marie, qui s'était révélée être une chef exceptionnelle à part entière. Pierre et moi partagions notre temps entre les deux établissements, créant, enseignant, construisant un héritage. Et chaque soir, où que nous soyons, nous rentrions l'un chez l'autre, dans cette cuisine où un baiser volé avait tout changé, parce qu'au final, la métamorphose la plus importante n'était pas celle que nous avions montrée au concours, c'était celle que nous vivions jour après jour, d'ennemis à associés, d'associés à amants, de 2 personnes brisées à une seule entité complète. Et tout avait commencé par un baiser qui n'aurait jamais dû avoir lieu, le baiser qui changea tout. Fine. Cette histoire nous enseigne que les erreurs du passé ne définissent pas notre avenir, que l'amour peut fleurir dans les endroits les plus inattendus, et que la véritable métamorphose se produit quand on rencontre quelqu'un qui nous voit non pas pour ce que nous avons été, mais pour ce que nous pouvons devenir. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage de rédemption, de passion et de transformation aux côtés de Lucien et Pierre. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de la noter de 0 à 10 dans les commentaires et de nous dire ce que vous avez préféré. Votre avis compte énormément.